8h33 sur RMC, BFM TV. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin et répondre peut-être aussi aux inquiétudes de nombreux salariés qui nous écoutent sur la question des salaires. Vous êtes le président du MEDEF, le patron des patrons. Vous dites redouter, et on va y revenir, que la France ne reste immobile trop longtemps dans la situation politique dans laquelle elle est. Mais on va voir ce que vous, patron, vous êtes prêt à faire si le gouvernement lui-même n'a pas forcément les moyens de bouger tout de suite. Problème de salaire d'abord. Salaire partout. Des grèves et des débrayages qui se multiplient dans différents secteurs. Il y a eu les routiers hier, il y a les employés d'aéroport, il y a Total Energy il y a quelques jours, il y a Marionneau, il y a Ryanair. Et c'est vous peut-être les patrons qui avez la solution. Allez-vous augmenter nettement, clairement les salaires ? On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non, parce que la situation de prise, elle est finalement terriblement contrastée. Vous avez ceux qui ont réussi à augmenter leur prix, puisque le point de départ, c'est quoi ? C'est une inflation qui vient en France par l'énergie, par les matières premières. Donc ceux qui ont réussi en fait à passer le prix en aval, que ce soit au consommateur final ou à un client entreprise, ont augmenté leur salaire. Et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas parce que les contrats sont de longue durée. Je prends un exemple très simple. Quand vous êtes dans le nettoyage et que vous nettoyez les bureaux de RMC BFM, vraiment un contrat sur un an, vos salaires augmentent, le SMIC, vos coûts d'énergie augmentent, mais pour autant, le contrat est toujours le même, et donc vous n'êtes pas mieux payé, plus payé, vous n'avez pas plus de marge. C'est vrai, entre parenthèses, aussi quand on travaille pour l'État. Parce que l'État est un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il dit augmenter les salaires, mais il n'augmente pas, évidemment, les prix des contrats. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en début d'année, ce qu'on appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires, ont donné à peu près 3%. 3%, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui. Oui, c'est une On a moyenne. parlé de 3,6% d'augmentation en 2022. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ? Non, parce que je ne sais pas vous dire ce que ça sera à la fin de 2022, puisque, vous le savez bien, d'une part, l'inflation augmente. Donc, on est plutôt sur une tendance à 5%. 5,2%, mais ça pourrait finir à 7%. Voilà, ce qui donne lieu à des discussions. Alors, vous parlez des grèves, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de discussions. Et la grande majorité des entreprises, ça discute en réalité. Et puis, il y a un autre phénomène qui est plus difficile à lire, c'est que les gens changent d'emploi. Je citais le chiffre dans les Échos de ce matin, la masse salariale a augmenté de 11%. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que les salaires individuels ont augmenté de 11%. Ça veut dire que vous avez d'abord des créations d'emplois, donc ça fait de la masse salariale, donc des gens qui passent de chômeurs à salariés, évidemment, ils ont du pouvoir d'achat. Et puis, il y a les gens qui changent d'emploi, beaucoup chez les cadres, et qui en profitent, à juste titre, pour augmenter leur salaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un patron qui ne cherche pas à recruter et qui n'arrive pas à recruter. Vous avez mis plein de choses sur la table, Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a la question des salaires, il y a la question de l'emploi, il y a la question même de la démission, qu'on entend aussi un peu en sous-titre, je dirais, de ce que vous dites. On parle beaucoup de la grande démission aux États-Unis aujourd'hui, avec un phénomène post-Covid de gens qui décident de changer de carrière, de changer de rythme de vie. Mais quand même, je reste sur cette question de l'augmentation des salaires et du mot que vous avez dit. Vous avez dit l'État est un peu schizophrène. Alors, vous le disiez à propos du fait que l'État vous dit augmentez les salaires, vous les patrons, mais pour autant, eux-mêmes, quand ils sont en train de payer ou d'avoir fait des devis, ils ne changent pas en cours de route. Est-ce que vous sous-entendez aussi que l'État serait schizophrène d'une autre manière, c'est-à-dire en vous demandant officiellement d'augmenter les salaires, mais en sous-main, c'est un peu ce que vous dites dans les Échos ce matin, et je voudrais comprendre ça. Est-ce que vous nous dites qu'en fait l'État joue double jeu ? Non, je ne vais pas aller jusque-là, mais il y a une sorte de schizophrénie. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si tout le monde augmente les salaires au niveau de l'inflation, on va nourrir l'inflation. Je vais donner un exemple très simple. Quand vous êtes restaurateur, 70% de vos coûts, c'est les salaires. Si vous augmentez le SMIC, va augmenter pendant de 6% cette année, ça veut dire augmenter le prix à la carte, ou au menu, de 6%. Et ça nourrit l'inflation. C'est ce qu'on a appelé... C'est un peu l'œuf ou la poule, pardon. Oui, c'est les deux, bien sûr. Vous dites que c'est si on augmente les salaires, que ça va augmenter l'inflation. On peut vous dire aussi que comme l'inflation augmente, si on n'augmente pas les salaires, ça sera pire. Je sais bien, et c'est ce que nous disent nos salariés tous les matins, et en particulier ceux qui prennent la voiture pour aller travailler. Parce que là aussi, je pense que la situation est contrastée. Vous avez des gens qui sont plus impactés, c'est ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. Alors le chiffre varie, mais c'est à peu près 80% des Français qui prennent leur voiture le matin. Mais ceux qui font beaucoup de kilomètres, 50 par jour par exemple, commencent à voir la différence avec un plein à 2,13 €, un litre. Des pleins qui ont dépassé les 100 €. C'est pour ça d'ailleurs qu'on soutient une des mesures qui semble passer dans le paquet pouvoir d'achat qui serait une aide transport plus importante. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une prime défiscalisée que personne n'utilise vraiment aujourd'hui, qui était plafonnée à 200 €, qui était très, il y avait des conditions très dures pour l'obtenir. Là, elle passerait à 400 €, elle serait à peu près libéralisée. Ça permet à un patron sans charge, sans impôt, de donner jusqu'à 400 € par an à un salarié, mais il peut le faire en fonction
de manière individuelle en fonction du trajet. C'est-à-dire quelqu'un qui habite à 60 km ou quelqu'un qui habite à 5, c'est pas la même chose. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a certains des morceaux du paquet pouvoir d'achat, comme on dit, que vous soutiendrez? Bah oui, celle-là, surtout que ça coûte rien à l'État, si je puis me permettre. Là, pour le coup, la balle est dans votre camp, voilà, à vous, patron. l'entreprise qui va... par contre, notre inquiétude, c'est qu'il y a une sorte de surenchère très forte. Là, le Figaro dit ce matin, 50 milliards d'euros le coût total. Or, À un moment où Bruno Le Maire, à ce même micro hier, disait la cote d'alerte sur la dette est atteinte. je pense qu'elle est même dépassée, si je puis me permettre. On va passer les 3 000 milliards de dettes. Alors, évidemment, ça ne dit rien en français, 3 000 milliards, ça paraît un peu abstrait. D'une certaine manière, tout ça n'était pas très grave quand on avait des taux d'intérêt négatifs. Je rappelle quand même parce que c'est dur, presque à comprendre pour les Français, mais L'argent était non seulement gratuit, mais on presque était gagnant. payé. La France touchait des intérêts négatifs quand elle empruntait. C'était un peu un monde dont on pouvait se douter que ça Dans un durerait sens, pas. on revient à quelque chose de plus De plus normal et mais de qui plus va sain. être beaucoup plus Mais lourd. ça veut dire que si on paye 2-3% de taux d'intérêt à la fin de l'année pour la France, on est en dizaines de milliards d'euros de coûts supplémentaires. Geoffroy par Roux an. de Bézieux, quel est votre rôle là-dedans? C'est-à-dire que moi, je voudrais comprendre une chose. Vous, patron des patrons, vous alertez, vous dites attention, le gouvernement, parce qu'il va avoir besoin de faire des compromis, risque de lâcher beaucoup de lest. De quoi vous vous mêlez au fond? C'est-à-dire, quel est l'impact pour vous? Pourquoi vous jouez ce rôle d'alerte? L'impact pour nous, il n'est pas immédiat. On pourrait dire, tant pis, c'est pas très grave, on dépense tous plus d'argent et puis c'est les autres qui paieront plus tard. Mais les autres, c'est nous. Les autres, c'est les entreprises, donc l'emploi. À un moment ou à un autre, tout ça se traduira. Il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est des impôts supplémentaires, et ces impôts, ils seront payés par les Français, parce que de toute façon, on ne peut pas taper que sur les entreprises, ça ne suffira pas, et par les entreprises. Les impôts sur les entreprises d'aujourd'hui, c'est des emplois détruits de demain. Vous savez, dans l'autre sens, depuis 2014, on a baissé les impôts sur les entreprises. C'est la fameuse politique de l'offre. Le fameux million d'emplois qu'il y avait à l'époque, Je me souviens du fameux PINS de votre prédécesseur. Il n'empêche que ce million d'emplois, il a été largement créé. Et plus que créé, on doit être à 1 500 000 depuis 2014. Et donc, si on veut continuer à créer de l'emploi, qui est la seule manière de créer de la richesse et de faire baisser la dette, il faut qu'on soit raisonnable sur les dépenses publiques. Geoffroy Roux de Bézieux, Bruno Le Maire et le président lui-même ont dit ça, c'est un intouchable. Nous n'augmenterons pas les impôts. Si je vous regarde un peu, vous rongez les ongles à l'instant pour ceux qui ne regardent pas à la télévision, vous y croyez pas complètement. Vous avez l'air assez dubitatif. Enfin, en tout cas, ce qui me rend dubitatif, c'est qu'aujourd'hui, je vois énormément de promesses pouvoir d'achat. Et je ne suis pas sûr que tout ça mis bout à bout soit tenable dans la durée. Ce qui rend dubitatif aussi, vous l'avez évoqué tout au début de l'interview, c'est que comme il n'y a pas de majorité, en tout cas de majorité absolue, on peut craindre que le consensus se fasse sur des dépenses nouvelles. Et que, évidemment... C'est toujours plus facile de se mettre d'accord si c'est pour lâcher du lest. Exactement. C'est pour ça qu'on a une responsabilité de pas sonner l'alerte, de syndicats. Mais on a aussi une responsabilité avec les syndicats. Moi, je profite de cette matinée-là pour lancer un appel aux syndicats de salariés, puisque on voit bien qu'on va avoir du mal à trouver une majorité dans l'Assemblée nationale. Ça nous donne une responsabilité, ça nous oblige presque à trouver des consensus entre patronat et syndicats. Ça veut dire qu'au fond, vous dites, si les politiques eux-mêmes ne sont pas capables de se mettre d'accord autour d'une table, faisons-le. C'est ce que vous dites ce matin. Vous l'appelez, vous appelez la CFDT, vous appelez la CGT. J'appelle tous les syndicats qui sont prêts à discuter. Vous savez, depuis 3 ans, ça s'est pas beaucoup vu dans les médias, mais on a signé 5 accords, le télétravail, la santé au travail, qui font progresser les choses dans l'entreprise. Alors, il y a des sujets sur lesquels on ne sera pas d'accord, les retraites. On sait qu'on a 2 visions très différentes avec Laurent Berger. Ne parlons pas de retraite, mais parlons d'autre chose. Par exemple, la formation professionnelle. Vous savez que le fameux CPF, qui a été plutôt une bonne chose, compte personnel de formation, il y a quand même un certain nombre d'abus. On a fait des propositions pour le GG. Là, on peut trouver un accord. L'accès à l'emploi, un des problèmes numéro 1 des Français aujourd'hui, c'est le logement. Nous, on n'arrive pas à recruter. C'est notamment le problème pour les saisonniers. Il y a un très grand nombre c'est massif, de jobs. Mais il n'y a pas que les saisonniers. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas un emploi parce que c'est trop loin de chez eux, où il faut déménager et que la perte de leur emploi, leur logement actuel les conduirait à une situation financière compliquée. Ça veut dire, Geoffroy Roux de Bézieux, que ce matin, vous dites, nous pourrions nous-mêmes trouver une solution à cette question du logement, frein à l'emploi, sans attendre que le gouvernement se mette d'accord. Mais bien sûr, alors une solution, on n'a pas une solution magique, mais je pense qu'il y a des propositions à faire. Quelles propositions vous faites ?
Sur le logement, très clairement, et là, il faudrait que les élus soient avec nous, on a un problème de permis de construire et d'autorisation. On ne construit pas assez. Mais autre exemple... Donc vous lancez un appel non seulement aux syndicats, mais aussi aux élus. Mais aux élus locaux. Mais autre exemple, la mobilité du quotidien. Puisque évidemment, avec un super A213, ça coûte cher d'aller travailler. Et il y a des gens qui renoncent à travailler parce que ça va leur coûter d'aller bosser. Ça va coûter d'aller bosser. Là, il y a une solution aussi sur les transports en commun. Or, aujourd'hui, on paye le versement mobilité, qui est un impôt qui est payé par les entreprises. Mais on n'a pas le transport en commun qui va sur les lieux, dans les zones industrielles, sur les zones artisanales. Donc là aussi, il y a des choses à faire avec les élus locaux. En tout cas, on ne peut pas rester 5 ans immobile. Et moi, je dis simplement, les partenaires sociaux, qui avaient été un peu ignorés dans le quinquennat précédent, doivent aussi former des majorités. Alors des majorités de circonstances, de la même manière qu'on dit on va voter sur un texte, nous, on doit pouvoir se mettre d'accord et faire des propositions. Et j'espère que l'Assemblée nationale, si vous avez des syndicats de salariés et des organisations patronales qui viennent avec un texte sur lequel ils sont d'accord. Si vous-même, vous avez réussi à créer le compromis, ils auront du mal, vous voulez dire, les politiques, face à cela. Je ne vais pas leur dire c'est un ultimatum, mais ça me paraît quand même, dans un souci du bien commun et de l'intérêt général, ça me paraît assez légitime. Donc vous pourriez montrer l'exemple en quelque sorte. Je reviens quand même sur ce que vous venez de dire par rapport au coût de l'essence, au coût des trajets. Bruno Le Maire, ici même hier, s'apprêtait à rencontrer le patron de Total et il disait qu'il allait lui mettre la pression, si je peux me permettre, pour que Total partage les coûts, c'est-à-dire partage aussi le fardeau de ces coûts pour les particuliers, que l'aide ne soit pas uniquement une ristourne de l'État, mais aussi des vraies ristournes de la part des entreprises. Est-ce que ça, vous y êtes favorable? Est-ce que vous aussi, vous dites Total et les autres, allez-y, quoi. Les autres, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est Total, évidemment, l'exemple évidemment le plus évident, parce qu'ils ont fait cette ristourne, je crois, de 10 centimes, il me semble. Exactement, qui complète les 18 centimes de l'État. Voilà, et il faut que Patrick Pouyanné discute avec Bruno Le Maire. S'il peut faire plus, oui, je peux que l'encourager à faire plus. Mais les autres, si vous voulez, il n'y a pas... j'entends cet argument de dire il y a eu des super profits pendant la crise. Il y a quelques entreprises qui, effectivement, j'allais dire presque malgré elles, ont bénéficié de cette flambée du prix de l'énergie. Non, mais c'est pas eux qui ont fait monter le prix de l'énergie. Bien sûr, c'est juste. À cause de la guerre en Ukraine. Disons. Voilà, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'elles prennent le même taux de marge sur un prix qui monte. Mais... à part ça... Une taxation sur ces super profits, est-ce que vous pourriez l'entendre ? Je pense que c'est pas la bonne solution. Non, c'est pas la bonne solution, parce que quand ces mêmes entreprises ou d'autres perdent énormément d'argent, il n'y a pas de ristourne sur les impôts. Donc, je ne crois pas qu'il faille faire varier le taux d'impôt en fonction du taux de profit. En plus, je ne suis pas sûr que ça soit constitutionnellement facile à écrire, parce que comment est-ce que vous définissez un super profit par rapport à un profit normal ? Oui, mais à la limite, si c'était constitutionnellement possible de le faire, est-ce que vous y seriez favorable ? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, que ce soit faisable ou pas, vous trouvez que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Au moins, disons les choses clairement, Geoffroy Roux de Bézieux, et vous le dites clairement. Vous avez parlé de ces barrières au plein emploi, vous avez parlé de la question du logement, de la mobilité géographique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une question non seulement de salaire, on en a parlé également, mais aussi de rythme? C'est-à-dire que quand on voit qu'un certain nombre de jobs, notamment dans la restauration, ne trouvent pas preneur, que des restaurants, des hôtels sont obligés de fermer plusieurs jours par semaine parce qu'ils n'ont pas les mains pour travailler. Quelle est la solution aujourd'hui quand on est obligé d'aller chercher en Tunisie les travailleurs, voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a effectivement... Alors, est-ce que vous redoutez une grande démission, pour reprendre l'expression américaine? Juste pour dézoomer un tout petit peu, on va vers une pénurie de main-d'œuvre en Europe pour des raisons très simples qui est démographique. Et d'une certaine manière, la France, un peu moins que les autres, parce qu'on a la chance d'avoir une démographie un tout petit peu plus forte. Mais on est un pays qui vieillit, enfin un continent qui vieillit plus exactement. Et il y a un certain nombre d'emplois de services où, effectivement, il y a des gens qui disent non, les contraintes horaires, les contraintes qui sont mises et le salaire ne sont pas assez suffisants. Il y a deux solutions. Il y en a une qui est d'augmenter les salaires. Ça a eu lieu dans la restauration, puisque vous savez qu'il y a eu une grande... 16%. Voilà, une grande négociation collective, mais ça ne suffit pas. Et puis, il y a autre chose, c'est travailler sur les conditions de travail. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans la propreté, vous avez des gens, souvent des femmes d'ailleurs, qui sont obligés de faire des horaires coupés en deux, c'est-à-dire tôt le matin et tard le soir. Donc la Fédération de la propreté a lancé un label employeur qui est on accepte de faire le ménage pendant les heures de bureau. Nous, on l'a fait au MEDEF. Donc effectivement, vous êtes en réunion, il y a une femme de ménage qui vient. C'est pas, au début, on est un peu surpris. Et puis, et ça, moi, je lance un appel. Et ça lui permet à elle de ne pas avoir à rentrer chez elle et à repartir et à avoir une vie épouvantable. C'est-à-dire qu'elle a un horaire, 9h, 17h. Donc là aussi, je lance un appel aux employeurs cette fois, enfin aux donneurs d'ordre plus exactement, y compris les donneurs d'ordre étatiques. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais bien sûr, et y compris RMC, BFM.
faites en sorte que changeons les entreprises nos de habitudes, nettoyage, en quelque sorte, acceptons. Et là, c'est assez facile, ça coûte rien à personne. Mais il n'y a pas de surcoût et ça change la vie des gens qui travaillent. Quand vous dites je fais cet appel également à l'État, est-ce qu'au moment où on se parle, vous avez connaissance de changements dans les habitudes de l'État ? Je ne sais pas, honnêtement, c'est tout nouveau, donc on ne peut pas reprocher à l'État. Non, mais c'est un point général, c'est que souvent, l'État dit faites ce que je dis, mais pas faites ce que je fais. Le plus grand employeur en CDD répétitif de ce pays, ce ne sont pas les employés privés, c'est pas les entreprises privées. Hein. C'est donc, souvent les entreprises publiques. Autre question d'ailleurs sur de la vertu, c'est la question de la sobriété énergétique. On est évidemment dans ce moment où, vous l'avez vu, il y a eu cet appel des 3 producteurs d'énergie, des 3 fournisseurs d'énergie qui lancent un appel à l'urgence. Ils disent il y a urgence, il faut changer nos habitudes, il faut consommer moins d'énergie. L'Allemagne a mis en place un scénario où il pourrait devoir couper le robinet de l'énergie aux entreprises en priorité. Ça pourrait être le cas aussi en France. Est-ce que vous vous dites, OK, là aussi, il faut qu'on montre l'exemple, on va vraiment changer nos habitudes, on va éteindre la lumière dans les bureaux le soir, on va éteindre la lumière dans les vitrines, dans les zones industrielles. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce geste ? Est-ce qu'il y aura des exemples ? En fait, on avait lancé, bien avant la guerre en Ukraine, une négociation, là aussi avec les partenaires sociaux. Il y a une réunion le 8 juillet, je crois, sur ce sujet de transformation énergétique et climatique dans l'entreprise, dans le comportement, y compris la mobilité, etc. La guerre en Ukraine, le risque de pénurie de gaz en fin d'année nous oblige à accélérer. Il y a des choses faciles à faire. Par exemple, la loi de 74, donc premier choc pétrolier, nous oblige à avoir une température maximum de 19 degrés dans les bureaux et ce qu'on appelle les ERP, les établissements recevant du public. Je crois que personne ne vérifie, ne connaît personne cette loi. Ne sait. Okay. Comme il y a beaucoup de lois en France, je ne suis pas sûr que... Donc, je ne sais pas combien il fait dans les bureaux aujourd'hui. Il fait frais, j'ai l'impression. Oui. Mais oui, donc il y a des choses faciles à faire et puis il y a des choses plus compliquées parce que je reviens sur la mobilité. Est-ce qu'il faut que les entreprises ferment les vitrines et les zones industrielles, qui sont 2 exemples qui sont souvent les zones industrielles, il ne faut pas les fermer. Éteignent. Oui, la lumière, par exemple, est un sujet. Mais il y a des choses plus compliquées. Je vais parler de la mobilité. Tout le monde dit le covoiturage, c'est formidable. Oui, mais quand on regarde bien les plans de mobilité d'entreprise, les gens, ils habitent voilà. Et ils n'habitent pas tous au même endroit et ils ne font pas tous le trajet à la même heure et ils doivent parfois passer acheter le pain ou chercher les enfants à l'école. Il y a des choses qu'on peut mettre en place rapidement, peut-être d'ailleurs de manière temporaire, et puis il y a des choses plus structurelles de changement d'habitude qui sont absolument nécessaires parce que au-delà de la guerre en Ukraine, du problème du gaz, il faut qu'on devienne sobre en énergie, c'est une évidence. Geoffroy Roux de Bézieux, pourquoi vous vous battez pour la réforme des retraites et le départ à 64 ou 65 ans ? En quoi est-ce que ça vous concerne ? Ça nous concerne, parce que c'est dans le monde du travail, mais au-delà de ça, on revient au point de départ. Si on veut investir dans l'hôpital, la santé, si on veut investir dans l'éducation, qui est le problème numéro 1 de ce pays, si on veut investir dans la défense, la guerre en Ukraine nous a réveillés, il y a un moment ou un autre, soit on augmente les impôts et on est au niveau de prélèvement où il est plus possible d'augmenter les impôts, on est le pays qui prélève le plus d'impôts en Europe ou dans l'OCDE, soit on crée plus de richesses. Et pour créer plus de richesses, moi je connais qu'une solution, c'est travailler plus. Alors, travailler plus, c'est pas forcément de travailler plus longtemps. Si le chômage était à 3% en France, la question se poserait différemment. Et malheureusement, on voit qu'on bute sur ce seuil de 7% à peu près. Et pour revenir sur l'âge légal, 64 ou 65 ans, n'oubliez pas que cet âge légal, il ne s'adresse pas à tout le monde. Aujourd'hui, l'âge légal est à 62 ans. Et vous avez une très grande partie des gens, heureusement d'ailleurs, qui partent plus tôt. Parce qu'ils ont commencé à travailler plus tôt. Voilà, exactement. Et c'est vrai que le débat s'est focalisé sur cet âge légal, mais ça n'est qu'une partie de l'équation d'une possible réforme des retraites. 2 mots encore, Geoffroy Roux de Bézieux. Autant de mots que vous voulez. Non, mais d'abord sur la baisse des impôts, vous dites, je ne crois pas, à un moment ou à un autre, il faudra les augmenter. Pour autant, je ne dis pas ça. Je dis, si on continue à dépenser, voilà. Voyez, pour autant, le gouvernement continue à évoquer une baisse des impôts de production. Est-ce que vous y croyez encore ? Pas une question de croyance, vous voyez, je pense que c'est nécessaire parce que ça a fonctionné. Cette baisse des impôts, au fond, elle est auto-payante. On a bien vu que en baissant, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés, qui est passé en 5 ans de 33% à 25%, les recettes, cette année, en 2022, vont être supérieures à celles qu'elles étaient, je crois, en 2018 ou 2017. Donc ce serait une erreur d'y renoncer ? Je pense que ça serait une erreur d'y renoncer. Ça crée de la richesse et ça crée de l'emploi. Et encore un mot, vous avez dit à l'instant 7%. Vous avez dit on bute autour de 7% sur la question du chômage. Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas à la possibilité d'un plein emploi qui est l'une des promesses de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron ? Là aussi, je n'ai pas envie d'en faire une croyance. Il y a des obstacles pour passer de 7
à 4. 4, c'est le taux qu'on a en Allemagne, qu'on a en Hollande. Ces obstacles, on les a un peu énumérés. Logement, mobilité, mais aussi un certain nombre d'aides sociales qui, quelquefois, fonctionnent pas bien entre le rapport travail et aide sociale. Donc, mettons-nous autour de la table parce que l'objectif de 4%, il peut être relativement consensuel, en tout cas entre syndicats et patronat. Et il pourrait être atteignable si tous ces points sont levés. Mais il n'y a aucune raison que la France fonctionne différemment de l'Allemagne, de la Hollande, enfin de pays d'économie comparable. Je ne me compare pas avec les États-Unis ou autres. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.